Allez, on plonge aujourd'hui au cœur de la Beat Generation. C'est l'un des mouvements de contre-culture les plus importants, les plus influents du XXe siècle. Un mouvement qui a vraiment fait trembler les fondations de l'Amérique de l'époque. En fait, tout ça, ça a commencé avec un petit cercle d'amis, des poètes, des rêveurs, qui étaient complètement désabusés par le fameux rêve américain de l'après-guerre. Face à ce conformisme qui était partout, cette paranoïa de la guerre froide, eh bien, ils ont décidé de ne pas suivre les règles. Ils ont voulu tracer leur propre chemin. Pour vraiment saisir l'esprit des Beats, il faut d'abord s'arrêter sur leur nom. C'est Jack Kerouac lui-même qui expliquait qu'il y avait 3 niveaux de lecture. D'abord, il y a le sentiment d'être beaten down, c'est-à-dire battu, éreinté par une société qui ne vous laisse pas de place. Ensuite, il y a the beat, le rythme, la pulsation du jazz bebop qui va infuser toute leur écriture. Et enfin, le plus profond, le plus important peut-être, c'est le beatifique, cette quête spirituelle, cette recherche d'une forme de béatitude, d'extase au cœur même du quotidien. Alors, comment ce mouvement est-il né? C'est ce qu'on va voir. On va explorer ensemble sa création, ses œuvres explosives, les idées qui ont littéralement choqué l'Amérique, son influence bien au-delà des frontières, et puis ce qu'il nous en reste aujourd'hui. Et tout commence là, sur les bancs de l'Université de Columbia, dans le New York des années 40. C'est dans ce décor que des amitiés assez improbables vont se nouer et, sans le savoir, allumer la mèche d'une véritable révolution culturelle. On le voit bien ici, cette révolution, elle ne s'est pas faite en un jour. Non, elle a mûri pendant plus de 10 ans. Elle est née de ces rencontres à New York, avant de bouger, de migrer vers l'ouest, jusqu'à l'explosion créative qu'on a appelée la Renaissance de San Francisco. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est l'alchimie complètement improbable de ce trio fondateur. On a d'un côté Kerouac, le fils d'immigrés franco-canadiens catholiques, de l'autre Ginsberg, l'intellectuel juif issu d'une famille de gauche, et pour finir, Burroughs, l'héritier un peu cynique d'une grande famille bourgeoise. C'est de ce choc des cultures, de cette amitié totalement inattendue, qu'est née leur révolution. Et là, à la fin des années 50, tout bascule. Le petit cercle d'amis un peu underground devient un véritable phénomène littéraire national. Ils vont, littéralement, changer la face de la littérature américaine. 3 livres en particulier se dressent comme les piliers du mouvement. Et chacun est une bombe à sa manière, qui va défier la censure, les conventions littéraires, tout ce qui se faisait à l'époque. L'année 1957, c'est vraiment l'année charnière, l'année où tout a basculé. Le poème Howl de Ginsberg, qui était accusé d'obscénité, remporte une victoire historique au tribunal. Ça devient un symbole pour la liberté d'expression. Et presque au même moment, la publication de Sur la route est un triomphe commercial qui les propulse sur le devant de la scène. Le New York Times, rien que ça, qualifie Sur la route d'événement historique. Le livre devient un best-seller instantané. Du jour au lendemain, les Beats ne sont plus juste des marginaux, ils deviennent de véritables icônes culturelles. Kerouac, lui, a révolutionné l'écriture avec ce style qui reflétait l'énergie, le rythme de ses héros du jazz comme Charlie Parker. Il voulait que ses phrases coulent comme un solo de saxophone, sans s'arrêter, pour capturer l'instant brut, l'émotion pure. Alors que William Burroughs, lui, va pousser l'expérimentation encore plus loin, à son paroxysme. Avec sa technique du cut-up, il découpait des textes et les réassemblait au hasard. Son but, casser complètement la narration linéaire, explorer le subconscient et surtout révéler les mécanismes de contrôle qu'il voyait cachés dans le langage lui-même. Parce que les Beats, ils ne se contentaient pas de changer la littérature. Non. Ils menaient une véritable guerre culturelle contre l'establishment. Leur philosophie, elle était en opposition frontale avec l'Amérique des années 50. D'un côté, le rêve pavillonnaire, le matérialisme, le conformisme, et de l'autre, la route, la quête spirituelle, une soif de libération personnelle. C'était un vrai choc entre 2 visions du monde. Et attention, leur rébellion, ce n'était pas juste une posture. Elle reposait sur des idées qui étaient profondément radicales pour l'époque. Ils rejetaient le matérialisme, exploraient la sexualité ouvertement, se tournaient vers le bouddhisme zen, bref, ils défiaient absolument toutes les normes, de la famille à la spiritualité. Et bien sûr, une onde de choc pareille, ça ne pouvait pas rester confiné aux États-Unis. Le mouvement a très vite traversé l'Atlantique et il a trouvé une nouvelle terre d'accueil, un nouveau laboratoire créatif en Europe. C'est entre 1957 et 1963 que Paris, et plus particulièrement un hôtel un peu délabré du quartier latin, est devenu le centre névralgique des Beats à l'étranger. Le Beat Hotel, ce n'était pas juste une résidence, c'était une sorte d'incubateur créatif, une ruche où certaines des œuvres les plus audacieuses du mouvement ont vu le jour. Forcément, à mesure que le mouvement gagnait en notoriété, il est aussi devenu une caricature.
Mais ses idées fondamentales, elles, se sont révélées imparables. Alors là, c'est très important de faire la distinction entre les artistes sérieux de la Beat Generation et le stéréotype du beatnik créé par les médias pour les banaliser. Le mot beatnik lui-même, il a été inventé par un journaliste en combinant beat avec le suffixe de Spoutnik pour suggérer une sorte d'influence étrangère anti-américaine. L'écrivaine Joyce Johnson l'a parfaitement résumé avec cette phrase. Elle décrit comment l'image rebelle du mouvement a été complètement récupérée, transformée en un simple style de vie à la mode, vidé de sa substance, juste une excuse pour faire des soirées beatnik en banlieue. Mais malgré ces stéréotypes, l'impact de la Beat Generation a été absolument immense. Pour l'anecdote, on a même retrouvé des citations de Howl taguées sur les murs de Paris en mai 68. En fait, leur influence a fourni l'ADN culturel pour des décennies de contre-culture à venir. C'est vrai que leur monde de routes ouvertes et de prose spontanée peut nous sembler lointain aujourd'hui. Mais finalement, à notre époque de conformisme numérique, de vie mise en scène sur les réseaux, leur quête obsessionnelle d'authenticité n'a peut-être jamais été aussi pertinente. Et c'est sans doute là leur héritage le plus durable. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un véritable tremblement de terre littéraire, un séisme qui a secoué toute l'Amérique de l'après-guerre. Et au centre de cette histoire, il y a une figure immense, Jack Kerouac. On commence fort avec cette citation de Kerouac, parce qu'elle donne le ton tout de suite. Elle capture l'essence même de ce mouvement, un rejet total de l'artifice, une quête d'authenticité à l'état brut, sans aucun filtre. Et c'est vraiment la question qui va nous guider. Comment est-ce qu'une petite étincelle entre quelques amis a pu devenir cet immense incendie qui a tout balayé sur son passage, surtout dans l'Amérique si conservatrice des années 50 ? Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre l'explosion des beats, il faut revenir en arrière, là où tout a commencé, aux origines. Ce qui est assez fou quand on regarde cette chronologie, c'est la vitesse à laquelle tout s'est enchaîné. L'histoire, elle démarre avec une amitié intellectuelle à l'Université Columbia en 1944. Puis, en 1952, le mouvement a un nom, il est baptisé publiquement. Mais les vrais détonateurs, ce sont la lecture de Howl en 1955 et, bien sûr, la publication de Sur la route en 1957. C'est à ce moment-là que ces écrivains jusque-là plutôt underground sont propulsés et deviennent un véritable phénomène national. Pour bien saisir la force de l'impact des beats, il faut s'imaginer l'Amérique de cette époque. D'un côté, on a le rêve américain, la petite maison de banlieue, la stabilité, la conformité. Et de l'autre côté, on a les beats. Et eux, ils rejettent tout ça en bloc. Pour eux, la vraie vie, elle n'est pas dans le confort matériel, mais dans la quête spirituelle, dans l'expérience brute, dans la liberté absolue de la route. Et maintenant, on va s'attaquer au cœur du réacteur, le mot qu'ils ont choisi pour se définir eux-mêmes, beat. Et sa signification, eh bien, elle est beaucoup plus profonde et complexe qu'on pourrait le croire. Au tout début, le mot beat avait une connotation assez sombre, assez négative. Ça voulait dire être à bout, être lessivé, écrasé par la société, au bout du rouleau, comme le décrivait John Cleon Holmes. C'était le sentiment d'une génération qui se sentait complètement mise de côté par le système. Et c'est là que Kerouac, avec son génie poétique, va tout retourner. Il entend le mot français « béat ». Et pour lui, beat, ce n'est plus du tout l'épuisement. Non, ça devient la béatitude. C'est un rythme spirituel. C'est le battement du cœur, le tempo endiablé du jazz bebop. Il prend un mot qui symbolisait la défaite et il le transforme en un mot de transcendance. C'est magnifique. S'il y a bien un livre qui incarne tout ce mouvement, c'est celui-là. Sur la route, ce n'est pas juste un roman, c'est l'acte de naissance publique de la Beat Generation. Et la façon dont le livre a été créé est tout aussi révolutionnaire que ce qu'il raconte. Kerouac ne l'a pas juste écrit, il l'a littéralement expulsé de lui-même. En 3 semaines, dans une sorte de transe créative, il a tapé son histoire sur ce rouleau de papier pour ne jamais avoir à s'arrêter, pour ne pas casser le rythme. La forme même du manuscrit est une déclaration. L'art doit jaillir, sans interruption, exactement comme la vie. Mais attention, il faut bien comprendre que ce n'était pas juste taper vite sur une machine à écrire. Non, c'était une véritable philosophie littéraire. Kerouac voulait écrire comme un saxophoniste de jazz qui improvise un solo, suivre le flot de sa conscience sans jamais se corriger pour arriver à saisir l'essence pure d'un instant, ce qu'il appelait le Joule Center, le centre de diamant. On va maintenant se pencher sur l'héritage de ce mouvement et sur la façon dont il a été à la fois adopté et complètement déformé par la culture dominante de l'époque. Alors ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre. Il y a les beats et il y a les beatniks, et ce n'est pas du tout la même chose. Les beats, ce sont les écrivains, les artistes. Le beatnik, c'est une pure invention des médias.
En 1958, en pleine guerre froide, un journaliste a l'idée de mélanger Beat et Spoutnik pour les faire passer pour des illuminés un peu bizarres, voire des communistes. Kerouac a toujours détesté ce terme, qui transformait sa quête spirituelle en une simple mode ridicule. Mais malgré cette caricature, l'influence des Beats, elle, est absolument immense, indéniable. Sans eux, pas de mouvement hippie dans les années 60. Des artistes comme Bob Dylan ou Jim Morrison des Doors ont puisé leur inspiration directement dans leurs écrits. Et le fameux procès pour obscénité du poème Howl a fait avancer de manière incroyable la liberté d'expression. Ils ont vraiment été les précurseurs de toutes les contre-cultures qui ont suivi. Et c'est la question qui reste, finalement. Dans notre monde hyper connecté, où chaque trajet est optimisé par un GPS, que reste-t-il de cette quête de l'imprévu, de cette soif d'authenticité et de liberté totale que prônait Kerouac? Est-ce que l'esprit de la route est toujours vivant quelque part? La réflexion est ouverte. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un mouvement qui a littéralement mis le feu à l'Amérique des années 50. Je parle bien sûr de la Beat Generation et de son prophète, Allen Ginsberg. C'est une histoire qui a tout changé et qui, on va le voir, résonne encore très fort. Alors, voilà le programme. On va commencer par leur début, assez surprenant, à l'université. Ensuite, on parlera du cri du cœur, le fameux poème Howl. On s'attardera sur les figures clés du mouvement, leur philosophie, et pour finir, on verra ce qu'il reste de tout ça aujourd'hui. Allez, on attaque. Et tout de suite, on va casser un mythe. L'histoire de la Beat Generation, ça ne commence pas dans un bar glauque plein de fumée. Non, non, ça commence dans un endroit beaucoup plus, disons, académique. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie. Waouh! Ça, c'est pas juste une ligne de poésie, c'est un coup de poing. C'est la toute première phrase de Howl, le poème d'Allen Ginsberg. C'est une véritable déclaration de guerre à l'Amérique bien pensante de l'époque. Un appel pour tous ceux qui se sentaient à part. Et cette histoire, elle a commencé bien avant que ce poème ne soit même écrit. Eh oui, on est à l'Université Columbia en 1944, en plein cœur du système, de l'élite intellectuelle. C'est là que le paradoxe est génial. C'est dans les murs de l'institution que des esprits qui allaient passer leur vie à rejeter toutes les institutions se sont rencontrés. Et voilà la bande originale. On a Allen Ginsberg, la conscience du groupe, Jack Kerouac, le conteur de l'asphalte, William Burroughs, le savant fou, l'expérimentateur, et Lucien Carr, un peu celui qui a mis tout le monde en contact. Ensemble, ils avaient un projet un peu fou, créer ce qu'ils appelaient la New Vision. L'idée, arrêter avec la littérature guindée et écrire la vie, telle qu'elle est, brute, directe. Alors, quand on regarde les dates, on voit que ça ne s'est pas fait en un jour. Ils se rencontrent en 44, mais il faut attendre plus de 10 ans pour que ça pète vraiment. 1955, c'est l'année charnière, le grand tournant. Et 1957, c'est l'explosion aux yeux du grand public. On va y venir. Justement, parlons-en de cette explosion. C'est le moment où la Beat Generation sort de la clandestinité pour hurler à la face de l'Amérique. Imaginez la scène. On est le 7 octobre 1955 dans une petite galerie d'art à San Francisco. Il y a un jeune poète, Allen Ginsberg, qui commence à lire un texte. Et dans le public, son pote Kerouac qui lui hurle « Go, go !» pour l'encourager. Ce soir-là, Ginsberg ne lit pas un poème, il le vit, il le crache. C'est une performance incroyable. C'est l'acte de naissance de ce qu'on appellera la renaissance poétique de San Francisco. Parce que Howl, c'est une bombe. Vraiment, ce n'est pas juste un texte contestataire, c'est un chant funèbre pour une génération entière, une génération qui, selon Ginsberg, est sacrifiée. Sacrifiée à Moloch. C'est qui Moloch? Pour lui, c'est le monstre, c'est le capitalisme, le conformisme, la grande machine qui broie les individus. Évidemment, un texte comme ça ne passe pas crème dans l'Amérique des années 50. Ça n'a pas manqué, procès pour obscénité, l'éditeur, Lawrence Ferlinghetti, et Ginsberg se retrouvent au tribunal. Et là, l'enjeu devient énorme. Ce n'est plus le procès d'un poème, c'est le procès de la liberté d'expression. C'est l'art contre la censure. Et le résultat? Victoire. Le juge a cette phrase incroyable. Il dit que le poème a une importance sociale rédemptrice. C'est énorme. Non seulement ça sauve Howl, mais ça fait sauter un verrou. La censure recule. Et d'un coup, les Beats, qui étaient des rebelles un peu secrets, deviennent des stars nationales. Ok, mais alors qui sont-ils ces fameux piliers du mouvement? Au-delà de la bande de départ, il y a vraiment un trio qui se dégage. 3 amis, mais 3 styles complètement différents. On a d'un côté Allen Ginsberg. Lui, c'est la conscience politique, le prophète qui déclame Howl. Ensuite, il y a Jack Kerouac. C'est le romantique, le chroniqueur de la route avec son célèbre « Sur la route ». Il cherche le sens de la vie, au rythme du jazz.
Et enfin, William Burroughs. C'est le plus âgé, le plus expérimental, le plus sombre aussi. Il va jusqu'à découper les mots pour créer un nouveau langage, c'est la technique du cut-up. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. La Beat Generation, ce n'est pas juste des livres. C'est bien plus que ça. C'est une philosophie, une manière d'être au monde. Alors voyons un peu ce qu'ils avaient dans la tête. Déjà, le mot beat, c'est Kerouac qui l'a choisi et il est super malin. Parce que beat, ça veut dire battu, lessivé, à plat. Mais pour lui, ça voulait aussi dire béatitude, comme dans Béat. C'est cette idée d'être au plus bas, mais justement, c'est là qu'on peut s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de spirituel. Et bien sûr, il y a le beat du jazz, le rythme, la pulsation, qui était la bande-son de leur vie. Alors concrètement, leur philosophie, c'est quoi? C'est d'abord un grand non. Non au matérialisme, non au fameux rêve américain avec la petite maison et la voiture. Eux, ils cherchent autre chose. Ils explorent la spiritualité, notamment le bouddhisme. Ils veulent élargir leur conscience, que ce soit par la méditation, la sexualité ou les drogues, il faut le dire aussi. Et surtout, ils célèbrent la spontanéité, vivre dans l'instant, comme un solo de jazz. Et cette façon de vivre, elle se retrouve directement dans leur façon d'écrire. Le meilleur exemple, c'est la prose spontanée de Kerouac. L'idée est géniale. Il disait qu'il voulait que sa machine à écrire soit comme un saxophone. Il tapait sans s'arrêter, sans corriger, en laissant les mots sortir dans un flux continu, un peu comme un musicien de jazz qui improvise un solo. Le but, c'était de capturer la pensée à l'état brut. Bon, on arrive à la fin. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Parce que même si le mouvement en tant que tel a fini par s'essouffler, son héritage, lui, est absolument immense. Alors, avant toute chose, il faut clarifier un truc super important, la différence entre beat et beatnik. Les beats, c'est eux, les artistes, les écrivains. Le beatnik, c'est une invention des médias. C'est la caricature, le jeune avec le béret, le bouc et les bongos, une image un peu ridicule, inventée en 1958 pour se moquer d'eux. Eux, les Ginsberg, Kerouac, ils détestaient ce mot. Leur influence la plus évidente, c'est bien sûr les années 60. En gros, sans les beats, pas du hippie. C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs Allen Ginsberg lui-même qui a fait le lien entre les deux générations. C'est même lui qui est à l'origine du slogan Flower Power. Et tout leur combat pour la liberté d'expression, ça a complètement ouvert la porte à tout ce qui s'est passé ensuite, la libération des mœurs, la révolution sociale. Et dans la musique, l'impact est juste énorme. Prenons Bob Dylan. Il voyait Ginsberg comme un maître. The Doors, leur nom vient d'une idée centrale chez les Beats, ouvrir les portes de la perception. Jim Morrison disait même que sans le livre sur la route, The Doors n'aurait jamais existé. Et plus tard, des artistes comme Patti Smith ont carrément repris le flambeau en mélangeant le rock et la poésie, exactement comme le faisaient les Beats. Finalement, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est faire voler en éclats toutes les barrières. La barrière entre la grande littérature et la culture de la rue, entre le sacré et le profane. Ils ont montré qu'on pouvait trouver de la poésie dans un voyage en stop, et que l'art pouvait être aussi spontané et vivant qu'un concert de jazz. C'est ça, leur modèle de résistance culturelle. Et ça nous laisse avec une dernière question. Aujourd'hui, être beat, ça voudrait dire quoi? Ce n'est pas porter un béret ou jouer des bongos, évidemment. C'est peut-être juste avoir le courage de chercher et de vivre sa propre vérité. Dans notre monde actuel, si formaté, est-ce que c'est encore possible? C'est peut-être ça, leur héritage le plus précieux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un véritable séisme culturel de l'Amérique d'après-guerre, la Beat Generation. Et on va le faire à travers le regard de son membre le plus radical, le plus sombre et sans doute le plus fascinant, William S. Burroughs. C'est une histoire de rébellion, de créativité et surtout de déconstruction du contrôle. Pour vraiment piger ce mouvement, il faut d'abord qu'on s'arrête une seconde sur ce simple mot « beat ». Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien, c'est ça qui est génial, c'est que ça contient 3 idées en une seule. D'abord, il y a ce sentiment d'être beaten down, c'est-à-dire complètement écrasé, lessivé par la société. Ensuite, bien sûr, il y a le beat du jazz, ce rythme, cette improvisation qui est au cœur de leur art. Et enfin, comme le disait Jack Kerouac, il y a une dimension béatifique, une quête quasi mystique, une recherche du sacré en plein milieu du chaos. Alors, contre quoi est-ce qu'ils se rebellaient exactement? Pour le saisir, il faut se replonger dans l'Amérique des années 50. C'est l'époque du conformisme absolu, de la société de consommation triomphante, de la paranoïa de la guerre froide. La Beat Generation, c'est en quelque sorte la première grande fissure dans ce tableau qui se voulait parfait. C'est une opposition frontale à ce fameux rêve américain. Et concrètement, ça donnait quoi? Eh bien, ils rejetaient le matérialisme. Ils cherchaient une vie qui soit plus intense, plus authentique. Ils voulaient explorer les limites de la conscience, que ce soit à travers la spiritualité orientale, les drogues ou l'énergie folle du jazz.
Mais au fond, leur quête, c'était ça, une liberté de création totale et une fascination pour celles et ceux qui vivent en marge, les invisibles de la société. Et ce mouvement qui allait complètement secouer l'Amérique, eh bien, il a commencé de manière très simple, presque par hasard, par l'amitié de 3 jeunes hommes réunis par le destin à l'Université Columbia en 1944. Ils étaient radicalement différents les uns des autres, mais ils partageaient une même soif, celle de vivre et d'écrire différemment. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez à quel point ils sont aux antipodes les uns des autres. D'un côté, on a Kerouac, le voyageur mystique, issu d'un milieu catho et conservateur. Au centre, Ginsberg, le prophète engagé, la conscience politique du groupe. Et puis, il y avait Burroughs, l'aîné, l'intellectuel un peu dandy, qui allait devenir, et de loin, l'expérimentateur le plus radical de tous. Bon, on va se concentrer maintenant sur Burroughs. Il était un peu le grand-père du mouvement, vous voyez, plus âgé, plus cérébral. Et il portait en lui une vision bien plus sombre, bien plus dystopique que ses amis. C'est d'ailleurs lui qui les a initiés au bas-fond de New York, au monde des drogues et de la petite pègre. Cette citation, elle résume tout. Pendant que Kerouac célébrait la liberté et les grands espaces, Burroughs, lui, était en train de disséquer les mécanismes du pouvoir, du contrôle social. Son approche n'était pas du tout romantique, non. Elle était presque chirurgicale, clinique. Et cette différence, elle explose littéralement dans leurs œuvres majeures. D'un côté, on a le flot de conscience quasi ininterrompu de Sur la route de Kerouac, qui est une véritable ode au mouvement, et de l'autre, on a le Festin nu de Burroughs, une œuvre complètement fragmentée, hallucinatoire, qui déconstruit non seulement l'addiction à la drogue, mais aussi l'addiction au pouvoir, au langage, à tout ce qui nous contrôle. Sa vie, comme son œuvre d'ailleurs, a été marquée par les extrêmes. Il y a eu la rencontre fondatrice avec les autres Beats, bien sûr, et puis il y a eu le drame absolu qui l'a hanté toute sa vie. En 1951, à Mexico, il tue accidentellement sa femme, Joan Vollmer. Cet événement terrible va le pousser à l'exil, notamment à Paris, où le fameux Beat Hotel va devenir son laboratoire créatif. C'est justement là, à Paris, avec son ami l'artiste Brilliant Jaisin, que Burroughs va mettre au point sa technique la plus célèbre, la plus radicale, le cut-up. Et attention, c'est bien plus qu'une simple expérimentation littéraire. La question peut paraître un peu folle, mais pour Burroughs, elle était absolument centrale. Le cut-up, ce n'était pas un jeu d'artiste pour s'amuser. Non, c'était un outil de libération. Une véritable arme conçue pour démanteler le principal outil de contrôle de la société. Alors la technique, en soi, elle a l'air toute simple. On prend un texte, n'importe lequel, on le découpe en petits morceaux, on mélange tout, et on réassemble les fragments pour créer un nouveau texte. Mais l'objectif, lui, est incroyablement profond. Il s'agit de faire exploser la logique linéaire, de court-circuiter toutes les associations d'idées que la société nous a implantées dans le cerveau. Et voilà, on touche au cœur du réacteur. Pour Burroughs, le langage n'est absolument pas neutre. C'est un virus, disait-il, qui nous infecte avec les codes, les préjugés, les structures de pouvoir de la société. Et donc, en découpant le langage, en le réassemblant au hasard, il était persuadé qu'on pouvait briser le sort, court-circuiter le conditionnement mental et faire émerger des vérités cachées. Alors forcément, l'influence de la Beat Generation et surtout de la radicalité dans Burroughs a été absolument immense. Leur œuvre a été en quelque sorte le carburant de la contre-culture pour toutes les décennies qui ont suivi. Cette anecdote de Jean-Jacques Lebel, elle est juste géniale. Imaginez un peu, voir des vers du poème Howl de Ginsberg tagués sur les murs de Paris pendant les événements de mai 68, ça montre à quel point leur littérature a littéralement sauté hors des livres pour devenir un cri de ralliement, une véritable action politique. Et dans la musique, alors là, l'héritage est partout. De Bob Dylan qui buvait les paroles de Ginsberg, à The Doors, Jim Morrison était un fan absolu de Kerouac. L'univers sombre, urbain du Velvet Underground doit énormément à Burroughs. Et la boucle est bouclée quand, des décennies plus tard, Kurt Cobain, l'icône du grunge, va collaborer directement avec le vieux maître. Incroyable. Alors au final, qu'est-ce qu'il reste de leur passage ? Évidemment, ils ont ouvert la voie aux hippies. Ils ont fait exploser les frontières entre la soi-disant grande littérature et la culture de la rue, mais leur plus grand héritage, c'est peut-être ça. Ils nous ont légué une véritable boîte à outils pour la dissidence. L'idée que la littérature, ce n'est pas juste un truc sage sur une étagère, mais une force capable de transformer la réalité. On termine là-dessus, sur cette question qui était au cœur de toute la démarche de William Burroughs. Quand on regarde son œuvre, quand on voit l'impact qu'elle a eu, et comment ces cuts cherchaient à démanteler les structures mêmes de notre pensée, eh bien la réponse semble être un oui assez retentissant. Et ça, c'est une idée qui, encore aujourd'hui, reste profondément subversive.
Jack Kerouac, l'image qui vient tout de suite, c'est celle du roi des beats, n'est-ce pas? L'auteur de Sur la route, cette âme tourmentée, toujours en vadrouille, carburant à la benzédrine. Mais imaginez un instant que la rencontre la plus décisive de sa vie ne se soit pas faite sur l'asphalte, mais sur un sentier de montagne, guidé par un homme qui était, en somme, son parfait opposé. Alors ce personnage, Jaffy Ryder, ce héros au centre du roman culte de Kerouac, Les Clochards Célestes, eh bien il n'est pas sorti de nulle part, non, non. Il est directement inspiré d'une personne bien réelle, un certain Gary Snyder, poète, écologiste, pratiquant du bouddhisme zen, et l'homme qui allait littéralement changer la trajectoire de Kerouac. Et là, le contraste entre les deux, il est saisissant. Vraiment. D'un côté, on a Kerouac, l'urbain, l'agité, tiraillé par ses racines catholiques, dans une quête quasi frénétique de sens. Et de l'autre, Gary Snyder, l'homme des grands espaces, ancré, serein, avec sa pratique du zen et sa vie toute simple. C'est ce choc des mondes, en fait, qui rend leur histoire si captivante. Alors, pour bien comprendre cette dynamique, on va explorer leur histoire en 5 temps. D'abord, comment Kerouac a trouvé ce gourou pour le moins inattendu. Ensuite, le passage des livres à la pratique. Puis, on parlera de la fameuse révolution du sac à dos. On verra aussi l'influence directe sur l'écriture de Kerouac. Et pour finir, on regardera ce que sont devenus leurs chemins qui ont fini par diverger. Allez, c'est parti. On commence avec l'homme derrière le personnage de Jaffy Ryder. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Avant même de devenir une icône de la contre-culture grâce à Kerouac, Gary Snyder était déjà quelqu'un. Une personnalité bien à part, qui s'est construite très très loin de l'agitation et des cafés enfumés de New York. Quand on regarde son parcours, ce qui frappe, c'est son authenticité. Ce n'est pas une posture. Dès l'enfance, il est connecté à la terre, à la nature. Snyder, ce n'est pas un touriste des grands espaces. Il a été bûcheron, garde-feu, des métiers rudes. Et sa spiritualité, pareil, ce n'est pas juste une curiosité d'intellectuel. Il a fait des études très sérieuses en langues asiatiques, en anthropologie. C'est vraiment un homme dont le savoir est aussi profond et vaste que les montagnes qu'il aimait tant arpenter. Et cette phrase de Lawrence Ferlinghetti, un autre grand nom de la Beat Generation, elle résume tout parfaitement. Il l'appelle le taureau de la Beat Generation. Il faut s'imaginer, pour les autres Beats, qui étaient pour la plupart des citadins, Snyder c'était presque une figure exotique. Il était leur point d'ancrage, à la fois philosophique et écologique. Ce lien vivant avec une autre Amérique, celle de la nature et de la pensée naturaliste, qui leur manquait cruellement. Bon, maintenant qu'on a planté le décor sur qui était Snyder, voyons comment tout ça a percuté Kerouac. Parce que ce n'était pas juste des discussions autour d'un verre. Non, on parle ici d'une véritable initiation spirituelle. Une initiation qui va absolument tout changer pour l'auteur de Sur la route. Le titre du livre, Les Clochards Célestes ou Dharma Bums en anglais, c'est la clé. Le concept, c'est cette quête de l'illumination, le dharma, en menant une vie simple, nomade, en rejetant le matérialisme. Eh bien, ce concept, Snyder ne faisait pas que l'inspirer, il l'incarnait. Il était le clochard céleste par excellence, le concept fait homme. Et c'est là qu'est toute la différence. Avant Snyder, Kerouac, son bouddhisme, il venait des livres. Il dévorait les sutras, de manière presque obsessionnelle. Mais ça restait une quête très intellectuelle, très solitaire. Snyder, lui, il est arrivé, il lui a montré comment vivre cette philosophie au quotidien. Il l'a initié au zazen, la méditation assise, silencieuse. D'un coup, la recherche intellectuelle est devenue une pratique physique, concrète, incarnée. Mais l'influence de Snyder ne s'est pas limitée à la spiritualité. Il y a eu une deuxième initiation, tout aussi puissante, on pourrait dire. Une initiation écologique. Il a sorti Kerouac de son monde des bars des grandes villes pour le plonger en pleine nature. On peut voir ça en 3 moments clés. D'abord, bien sûr, leur rencontre à San Francisco, en 1955, l'étincelle. Ensuite, il y a cette fameuse ascension du pic Matterhorn. C'est une épreuve à la fois physique et presque mystique qui deviendra d'ailleurs le grand moment des Clochards Célestes. Et enfin, c'est Snyder qui pousse Kerouac et l'aide à décrocher ce job de garde-feu au Peak Desolation. Une expérience de solitude totale qui va profondément marquer son œuvre. Et derrière tout ça, il y avait une vision, une vraie philosophie. Snyder, ce n'était pas juste un amoureux de la montagne, c'était un visionnaire. C'est lui qui a théorisé cette idée de révolution du sac à dos, la Rucksack Revolution. L'idée, c'était que la jeunesse allait rejeter le consumérisme pour trouver son salut dans une vie simple, au plus près de la nature, en méditant. En fait, il a vu arriver le mouvement hippie bien avant l'heure. Et l'influence ne s'arrête pas là. Ça ne touche pas que le mode de vie. Ça va s'infiltrer directement dans l'écriture de Kerouac. Snyder va lui donner de nouveaux outils, de nouvelles perspectives, de nouvelles ambitions littéraires.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Snyder lui a fait découvrir le poète ermite chinois Han Shan, un modèle de poète retiré du monde. C'est aussi lui qui l'a poussé vers la forme du haïku, ces petits poèmes japonais si concis. Mais surtout, il l'a mis au défi de voir son écriture différemment, non plus comme une confession, mais comme un véritable acte spirituel. Il y a cette phrase, ce défi lancé par Snyder. Très bien. Kerouac, il est temps pour toi d'écrire un sutra. Ça aurait pu être une simple blague, mais pas pour Kerouac. Il l'a pris au mot. Et en réponse, il a écrit The Scripture of the Golden Eternity, l'écriture de l'éternité dorée. Un poème philosophique hyper ambitieux pour tenter de mettre sur papier sa vision du bouddhisme. C'est la preuve la plus directe, la plus tangible de l'impact de Snyder sur son travail. Alors, après cette période incroyablement intense d'amitié et de mentorat, que s'est-il passé? Le livre, Les Clochards Célestes, a eu un succès fou, il a mis leurs idées sous les projecteurs. Mais dans leur vie à eux, leurs chemins ont pris des directions radicalement opposées. La chronologie est assez poignante, il faut le dire. D'un côté, Kerouac, qui est complètement dépassé par la célébrité, qui se bat avec ses démons, l'alcoolisme, et qui meurt tragiquement à 47 ans. Et de l'autre, Snyder, qui continue son chemin, imperturbable. Il gagne le prix Pulitzer de poésie, il continue de publier, d'enseigner. Il devient une figure majeure et respectée de l'écologie. En somme, il a continué à vivre la philosophie qu'il avait partagée avec son ami. Et c'est ça tout le paradoxe, et en même temps tout l'héritage de leur relation. On pourrait dire que Kerouac a été le mégaphone. C'est lui qui a diffusé les idées de Snyder au monde entier. Mais c'est Snyder qui les a vécues, qui les a incarnées au quotidien, pendant toute sa vie. L'un a été le messager, l'autre le message. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante sur ce que c'est l'influence. L'impact de Snyder sur Kerouac, finalement, a été assez bref, mais incroyablement intense. Ça a façonné certaines de ses œuvres les plus marquantes. Et même si Kerouac, au final, n'a pas suivi le chemin de son mentor, c'est grâce à lui que ce chemin a pu inspirer des générations entières. L'héritage est donc complexe, il est partagé. C'est peut-être ça, finalement, un vrai maître. Pas forcément celui qui crée un disciple à son image, mais plutôt celui qui plante une graine, sans savoir comment ni où elle finira par germer.